FICO, S&P Global et MSCI, ces trois entreprises possèdent des modes parmi les plus puissants au monde, ce qui leur a valu pendant des années d'être très appréciés par les investisseurs du monde entier. Et pourtant, depuis le début de l'année, FICO a perdu quasiment 50% depuis ses plus hauts, tandis que S&P Global et MSCI ont chuté de plus de 30%. Et tout ça malgré que ces trois entreprises viennent d'annoncer des résultats exceptionnels pour le premier trimestre. Le marché panique, les investisseurs vendent encore et toujours depuis plusieurs mois consécutifs, alors que les fondamentaux s'améliorent de plus en plus. Et ça crée des vraies opportunités. Mais attention, parce que l'une de ces entreprise est clairement un piège selon moi et je vais vous partager toute mon analyse dans cette vidéo. Moi c'est Hugo, je suis analyste financier et créateur de la méthode d'investissement Deep Invest et aujourd'hui je vous partage mon analyse en profondeur sur trois des plus belles entreprises de la planète. Pour saisir les meilleures opportunités en bourse, il vous faut une plateforme qui vous donne accès à une large gamme d'actifs et XTB c'est clairement les meilleurs de ce côté-là. Beaucoup de membres du club ou d'élèves que je coach au quotidien ont fait le transfert de leur ancien broker vers XTB parce qu'ils se sont rendus compte que les frais, ça change tout quand on investit à long terme. Ils prennent 90 balles quand même, hein. Bah oui, c'est délirant. 90 balles de frais, c'est ce que tu vas... XTB, c'est 0% de frais jusqu'à 100 000 euros. C'est un PEA et un compte titre disponibles sur la même plateforme et surtout l'interface la plus simple à utiliser parmi toutes les plateformes qui existent. Parfois, je reçois des messages de gens qui me disent que 0% de frais, ça n'existe pas. Eh bien, en fait, si. Parce que XTB ne se rémunère pas grâce au PEA. XTB va gagner son argent sur les produits plus complexes qu'ils proposent à leurs clients. Et ça leur permet de proposer des produits comme le PEA avec 0% de frais. Sur XTB, tu as un PEA, un compte titre et une très large gamme d'actifs, ce qui te permet d'avoir accès aux meilleures opportunités du marché et tout ça avec zéro frais et en plus un service client qui est joignable par téléphone ultra facilement si tu as la moindre question. Alors, si toi aussi tu veux payer moins de frais et améliorer tes performances en bourse, ouvre dès maintenant ton compte XTB. Durant ce mois de mai, on vous offre avec XTB une action AXA ainsi qu'un accès à mon club d'investisseurs et tout ça est 100% offert. Il vous suffit juste d'ouvrir votre compte en utilisant le code HUGO, sans H attention, UGO, en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Personnellement, j'utilise XTB depuis plus de 3 ans maintenant et j'ai jamais trouvé mieux comme plateforme, donc je vous le recommande à 100%, les yeux fermés, que vous soyez débutant ou un investisseur plus expérimenté. Et n'oubliez pas que chaque jour passé chez un mauvais courtier, c'est de l'argent qui s'envole en frais et qui vous éloigne de vos objectifs financiers. Merci à XTB de sponsoriser la chaîne et nous, on reprend la vidéo maintenant. Avant de rentrer dans l'analyse de chaque entreprise, il faut comprendre pourquoi ce secteur est aussi spécial et pourquoi les investisseurs ont toujours payé ces entreprises très cher. FICO, S&P Global et MSCI opèrent toutes dans le même type de business. Ce sont des entreprises d'infrastructures financières. En gros, elles vendent des données, des scores et des indices dont le système financier mondial a besoin pour fonctionner. Et leur force, c'est que leurs produits ne sont pas juste utiles, ils sont obligatoires à leurs clients pour fonctionner. Les banques américaines sont obligées d'utiliser le score FICO pour accorder un crédit immobilier. Les entreprises qui veulent emprunter sur les marchés sont obligées d'être notées par S&P Global et les gestionnaires d'actifs du monde entier sont obligés de suivre les indices MSCI pour gérer leurs fonds. C'est ce que Warren Buffett appelle un péage. Tout le monde doit payer pour passer et le coût de ce péage est tellement faible par rapport au montant des transactions que personne ne le remet en question. Un score FICO coûte quelques dollars pour un prêt immobilier de plus de 300 000 dollars, tandis qu'une notation par S&P Global coûte quelques centaines de milliers de dollars pour une émission obligataire de plusieurs milliards. Historiquement, ces actions étaient les chouchous des investisseurs long terme parce qu'elles offraient des performances boursières juste exceptionnelles sur 10, 15 ou 20 ans, des marges en amélioration constante, et c'est pour ça qu'ils étaient tous prêts à payer très cher pour acquérir ces entreprises. Et c'est aussi pour ça que ces actions n'étaient quasiment jamais en solde. Tant depuis quelques mois, ces trois entreprises ont vu leurs actions s'effondrer en bourse. Alors maintenant, essayons de comprendre pourquoi, en commençant par FICO. FICO, c'est l'entreprise qui a inventé le score de crédit en 1956. Et depuis 35 ans, le FICO Score, c'est l'étalon or du crédit aux États-Unis. 90% des prêteurs l'utilisent et jusqu'à très récemment, Fannie Mae et Freddie Mac, les deux organismes qui garantissent la majorité des prêts immobiliers américains, n'acceptaient que le score FICO. Il n'y avait aucune autre alternative possible, ce qui mettait FICO dans une sorte de position de quasi-monopole. Le business model est vraiment très simple. À chaque fois qu'un consommateur américain demande un crédit immobilier, un crédit auto ou une carte de crédit, eh bien le prêteur doit acheter un score FICO. FICO facture ce score à l'unité et donc plus il y a de demandes de crédit dans le pays et plus FICO gagne de l'argent. L'entreprise a deux segments principaux, le segment score qui représente 75% du chiffre d'affaires avec des marges autour de 90%, c'est le cœur du business, c'est là que se trouve le monopole et ils ont aussi le segment software qui représente 35% du chiffre d'affaires avec des logiciels de détection de fraude et de détection du crédit. Maintenant, regardons les résultats du premier trimestre de 2026 que FICO a publié il y a quelques jours et vous allez voir, ils sont vraiment impressionnants. Au premier trimestre, FICO a publié un chiffre d'affaires de 692 millions de dollars en hausse de plus de 39%. Le bénéfice net a bondi de plus de 63% à 264 millions de dollars. Et le free cash flow sur 12 mois glissant a atteint 867 millions de dollars en hausse de plus de 28%. Les marges sont délirantes. La marge opérationnelle non GAAP
est à 65%. Il y a encore 10 ans, cette marge était à seulement 27%. Donc l'entreprise a quasiment triplé sa marge en une décennie. La croissance du segment score B2B est de plus de 72%. Les revenus liés au crédit immobilier ont juste explosé de plus de 127% en un seul trimestre. La FICO Plateforme, leur logiciel SaaS, affiche un ARR en hausse de plus de 49% et la guidance a été relevée à 2,45 milliards de dollars de chiffre d'affaires, soit plus 23% sur 2026. Des résultats comme ça, normalement, ça fait exploser le cours de bourse. Et pourtant, le jour de la publication, l'action a perdu 4,8%. Alors pourquoi? Eh bien, parce que derrière ces chiffres exceptionnels, le monde de FICO est en train de s'effondrer de tous les côtés. Le premier problème, c'est que FICO a profité de son monopole pendant des années pour faire exploser ses prix. Le prix par score hypothécaire est passé de quelques centimes il y a 20 ans à 4,95 dollars, puis à 10 dollars en 2026. En gros, sur l'ensemble de ses produits, FICO a augmenté ses prix d'environ 500% sur plusieurs années, et ça n'a vraiment pas plu aux acteurs du secteur. Sauf que très récemment, un courrier de surveillance du Sénat américain a mis en lumière ces hausses de prix et a indiqué qu'il pourrait y avoir très bientôt une réponse réglementaire vis-à-vis de cet abus. Le deuxième problème, et sûrement le plus important, la FHFA, qui est le régulateur du logement américain, a autorisé Fannie Mae et Freddie Mac à accepter VantageScore comme alternative au FICO Score pour la souscription hypothécaire. C'est une rupture historique. Pendant 35 ans, les GSE n'acceptaient que FICO et cette exclusivité est en train de tomber et ça touche directement le segment le plus lucratif de l'entreprise. Et quand on regarde la différence de prix entre les FICO et Vantage, c'est juste fou. Steve Eisman, l'investisseur rendu célèbre par le film The Big Short, a fait le calcul. Pour 100 dossiers de prêt hypothécaire, FICO facture environ 2000 dollars alors que VantageScore facture 99 dollars. C'est 20 dollars par dossier contre FICO contre 0,99 dollars chez VantageScore, soit 20 fois moins cher. Et Eisman ne s'est pas contenté de calculer, il a révélé publiquement une position vendeuse, donc une position short sur FICO. Il a déclaré que FICO a très agressivement augmenté ses prix et ça a irrité littéralement tout le monde dans le secteur du prêt. L'action a chuté de quasiment 5% le jour de cette annonce alors que les résultats étaient excellents. En parallèle, tous les analystes ont abaissé leurs objectifs de cours en cascade. JP Morgan est passé de 1325 dollars à 1225 dollars, Wells Fargo de 1650 à 1400 dollars et Bank of America de 1900 dollars à 1550 dollars. Et il y a un point essentiel à comprendre. En 2025, tout allait encore bien pour FICO. Le monopole était intact, les prix augmentaient, les résultats suivaient, mais c'est à partir de 2026 qu'on commence à voir les conséquences de ces changements. L'approbation de VantageScore par la FHFA, la pression politique, l'arrivée d'un concurrent 20 fois moins cher, tous ces effets ne sont pas encore visibles sur les chiffres du Q2, mais ils arrivent. FICO a tenté de réagir en restructurant sa tarification en dernière minute. Le nouveau modèle propose le FICO Score à 0,99 dollars avec un funding fee de 65 dollars. Le marché a interprété ça non pas comme une stratégie offensive, mais comme un signe que FICO est sur la défensive. Et quand une entreprise qui a passé des années à augmenter ses prix commence à les baisser, c'est rarement un bon signal. Regardons maintenant la valorisation pour voir à quel prix s'échange l'action. Au cours actuel d'environ 1066 dollars, le PER est à 67 contre une médiane historique de 47 sur 10 ans. Le ratio prix sur FCF est à 34 contre une médiane de 34 sur 10 ans. Alors oui, FICO est sous ses moyennes historiques de valorisation, mais est-ce que cette valorisation est vraiment basse quand on prend en compte le risque réglementaire et concurrentiel? Pour moi, pas du tout. À 37 fois les bénéfices avec un concurrent 20 fois moins cher qui vient d'être autorisé sur votre marché principal, je trouve que la valorisation est encore très tendue. Je pense que FICO a eu pendant des années un avantage concurrentiel exceptionnel. L'entreprise avait un quasi-monopole et elle en a profité pour faire exploser ses prix. Aujourd'hui, FICO voit son ombre s'effondrer de tous les côtés. VantageScore arrive avec des prix 20 fois moins chers, la FHFA ouvre le marché à la concurrence, le Sénat s'intéresse aux pratiques tarifaires, sans compter que FICO a énervé pas mal d'acteurs du secteur et qu'aujourd'hui, il commence à shorter l'action, ce qui crée une pression vendeuse sur le titre. Donc moi, quand j'investis dans une entreprise, la question la plus importante que je me pose, c'est est-ce que le business sera encore plus solide dans 3 ans qu'aujourd'hui? Et pour FICO, la réponse est impossible à avoir, vu à quel point le secteur est en train d'évoluer. Pour moi, le risque est beaucoup trop grand. Alors peut-être que je vais rater une opportunité exceptionnelle, mais tant pis. Pour gagner en bourse, il faut savoir limiter son risque, quitte à manquer certaines opportunités. Maintenant, voyons les 2 autres entreprises de cette vidéo qui, elles, sont dans une situation très différente de FICO. S&P Global, c'est probablement l'entreprise la moins connue du grand public parmi les 3. Et pourtant, c'est l'une des entreprises les plus importantes du système financier mondial. L'entreprise opère dans 5 segments d'activité. Le premier, c'est rating. Il regroupe les notations de crédit. Donc, quand une entreprise ou un gouvernement veut emprunter sur les marchés obligataires, il doit être noté par S&P Global. C'est obligatoire. S'ils n'ont pas cette notation, ils n'ont pas accès au marché du crédit. Ce segment génère 1,3 milliard de dollars de chiffre d'affaires par trimestre avec une marge opérationnelle de 67%.
Le deuxième segment, c'est celui des indices. C'est d'ailleurs celui que vous connaissez sûrement, c'est S&P Global qui crée et gère le S&P 500. Le S&P 500, l'indice le plus suivi au monde. Chaque fonds et chaque ETF qui réplique le S&P 500 paye une licence à S&P Global et ce segment fait 519 millions de dollars de revenus par trimestre avec une marge de 73%, qui est d'ailleurs la marge la plus élevée du groupe. Le troisième segment, c'est Market Intelligence avec la plateforme Capital IQ qui fournit des données financières aux professionnels. Le quatrième, c'est Energy avec des données sur le segment énergétique. Et le cinquième, c'est Mobility, le segment automobile qui va bientôt être séparé du groupe à partir de mi-2026. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus de 80% des revenus de S&P Global sont récurrents ou quasi récurrents sur forme d'abonnement et de licence. Les deux segments les plus rentables, qui sont rating et indice, sont des quasi-monopoles protégés par la réglementation. Maintenant, regardons les résultats du premier trimestre de 2026. Le chiffre d'affaires a atteint 4,17 milliards de dollars, en hausse de plus de 10%. Le bénéfice net bondit de plus de 28% à 1,4 milliard et le bénéfice par action progresse de plus de 32%. Alors attention, parce que les bénéfices sont boostés par un événement ponctuel, un gain de 175 millions de dollars sur une cession d'actifs. La croissance réelle du bénéfice par action ajusté est autour de plus 14%, ce qui reste très solide. On est légèrement en dessous des plus 15% annuels que l'entreprise a connus ces 10 dernières années en moyenne, mais ça reste quand même une très belle dynamique. Et malgré une croissance du chiffre d'affaires de seulement 10%, les marges continuent de s'améliorer sur tous les segments sans exception. La marge opérationnelle GAAP passe de 42% à 48% en un an, soit 6 points d'amélioration. Du côté des KPI, on voit que les revenus récurrents restent très stables et représentent plus de 80% du chiffre d'affaires total, ce qui est très positif parce que ce sont des revenus qui sont sécurisés par des abonnements et des licences pour les années à venir. D'autre part, les revenus augmentent du côté de rating avec plus de 15% de croissance sur les revenus transactionnels et le crédit privé qui explose à plus de 25%. Le free cash flow est en hausse de plus de 13% à 919 millions de dollars sur le trimestre. Et là, il y a un point très important à noter que j'ai trouvé dans le transcript du rapport trimestriel. Le management s'est engagé à retourner 100% du free cash flow de 2026 aux actionnaires via des rachats d'actions et du dividende. Et d'ailleurs, ils n'ont pas attendu pour commencer parce qu'ils ont déjà réalisé un rachat massif de 1 milliard de dollars d'actions rien qu'au premier trimestre. Et quand un management met autant d'argent en rachat d'actions à ces niveaux de prix, c'est un signal de confiance très fort. Il y a aussi plusieurs éléments importants en 2026 qu'il faut noter. D'abord, le spin-off du segment Mobility qui est prévu mi-2026 avec un Investor Day autour du 12 mai. C'est stratégique parce que ça va permettre à S&P Global de se concentrer sur ses activités à plus haute marge. Ils ont aussi annoncé la cession de leur portefeuille de logiciels géoscientifiques tout en lançant Titan, une nouvelle plateforme IA pour les données énergétiques qui est déjà en bêta avec 110 000 utilisateurs. Maintenant, parlons de ce qui fait peur au marché. La peur du marché se concentre sur un seul segment qui est Market Intelligence. C'est le segment qui vend la plateforme Capital IQ et des abonnements aux données financières pour les professionnels. Le marché a peur que les LLM, les modèles d'intelligence artificielle type Claude ou Gemini, viennent remplacer ces terminaux financiers à coût élevé. Et cette crainte a emporté toutes les entreprises de logiciels et de données financières ces derniers mois. Sauf qu'il faut mettre ça en perspective. Market Intelligence représente seulement 31% du chiffre d'affaires total de S&P Global. C'est moins de un tiers des revenus et le CFO a précisé quelque chose de très important lors de la conférence trimestrielle. Il a indiqué que seulement 12% du chiffre d'affaires de Market Intelligence provient de données non différenciées. Tout le reste, ce sont des notations propriétaires, des données réglementaires et des flux de travail intégrés et qui sont protégés par des barrières structurelles. Donc en réalité, on parle de 12% de 31% du chiffre d'affaires total. C'est une fraction minuscule du business qui est réellement exposée aux risques liés à l'IA. D'autre part, le management a précisé qu'il s'attendait à générer 100 millions de dollars de revenus ARR supplémentaires grâce à l'IA d'ici 2027. L'IA devrait les aider à optimiser leur business et non à les concurrencer. Le consensus des analystes est aligné avec le management sur ce point-là. Le statut réglementaire de S&P Global, ses données propriétaires et sa position profondément enracinée dans le système financier mondial créent des barrières à l'entrée très élevées. L'IA est positionnée comme un catalyseur de croissance et non comme une menace. Regardons maintenant la valorisation. Au cours actuel d'environ 417 $, le ratio prix sur FCF est à 22 contre une médiane historique de 27 sur 10 ans. Le PER est à environ 21 alors qu'il y a encore 2 ans, l'action se tradait à plus de 32 fois les bénéfices. S&P Global s'échange donc aujourd'hui environ 25% en dessous de ses propres moyennes historiques de valorisation sur les multiples de cash flow. C'est une décote significative pour un business de cette qualité et c'est une situation qu'on n'a quasiment jamais vue. Du côté des analystes, le consensus est unanimement positif. Morgan Stanley maintient de surpondérer avec un objectif à 556 $, Goldman Sachs a relevé sa cible à 522 $ et Evercore reste la plus haussière du consensus avec un objectif à 625 $.
Sur 27 analyses, pas un seul n'est en haut ou en sell. Le consensus est à strong buy avec un objectif moyen entre 539 et 563 dollars, soit un potentiel entre plus 27 et plus 32% de rendement. Pour moi, S&P Global, c'est un dossier très intéressant. Le management fait un excellent travail et leur objectif est clairement aligné avec les actionnaires. Donc quand on voit que le cours a chuté de plus de 30%, principalement parce que la guidance est arrivée à 19,50 dollars de BPA au lieu de 20 dollars attendus par Wall Street, c'est pour moi complètement disproportionné comme réaction. Le cours baisse de 30% sous prétexte que l'IA va disrupter le business, alors que pour l'instant, on ne voit rien dans les chiffres et le risque réel ne touche qu'une fraction du chiffre d'affaires. Passons maintenant à MSCI, qui est le concurrent numéro 1 de S&P Global sur le segment des indices. MSCI, c'est le fournisseur d'indices de référence que tous les gestionnaires d'actifs du monde entier utilisent. Quand un fonds investit en actions émergentes, en actions européennes ou en actions monde, il suit très probablement un indice MSCI. Et le business model est très simple et surtout très lucratif. MSCI gagne de l'argent de deux façons. La première, ce sont les abonnements récurrents qui représentent 70% du chiffre d'affaires. Ce sont des licences pour accéder aux indices, aux outils d'analyse et aux données ESG. Ce sont des revenus qui sont sécurisés contractuellement, ce qui donne une visibilité exceptionnelle sur les revenus futurs de MSCI. La deuxième source de revenus, ce sont les frais basés sur les actifs sous gestion qui représentent 26% du chiffre d'affaires. En gros, chaque ETF qui réplique un indice MSCI paye des frais proportionnels aux encours gérés. Et ça, c'est un mécanisme très puissant parce que plus les marchés montent, plus les ETF collectent et plus MSCI gagne de l'argent automatiquement. Donc si vous êtes haussier sur la croissance des encours dans les ETF à horizon 3 ou 5 ans, alors vous pouvez être très haussier sur MSCI. L'entreprise a 4 segments. Index qui représente 58% du chiffre d'affaires avec une marge d'EBITDA de 75,6%, c'est le cœur du business et de loin le plus rentable. Ensuite, il y a Analytics à 22%, Stabilité et Climat à 11% et les actifs privés à 8,5%. Et quand on regarde les fondamentaux du premier trimestre de 2026, c'est très solide. Le chiffre d'affaires a atteint 851 millions de dollars, en hausse de plus de 14,1%. On voit que la croissance accélère par rapport au trimestre précédent, ce qui est très positif. Du côté de la rentabilité, les marges augmentent sur tous les niveaux. La marge opérationnelle atteint 53% en hausse de 3 points. La marge EBITDA ajustée monte à 59%. Et du côté des KPI, plusieurs éléments sont très positifs. Le run rate total, c'est-à-dire le chiffre d'affaires annualisé que MSCI peut anticiper avec quasi certitude, atteint 3,36 milliards de dollars en hausse de plus de 12,7%. Le taux de rétention est à 95,4%, ça veut dire que MSCI ne perd que 4,6% de ses abonnés par an, les clients ne peuvent tout simplement pas se passer de ces indices et les coûts pour changer de fournisseur sont tellement élevés que personne ne le fait. Et surtout, les AEM des ETF liés aux indices MSCI atteignent 2403 milliards de dollars en hausse de plus 35% sur un an. Les flux entrants dans ces ETF ont atteint 103 milliards rien qu'au premier trimestre de 2026 contre 42 milliards un an plus tôt. C'est le carburant du segment le plus rentable de MSCI et la croissance se maintient voire accélère depuis des années avec l'adoption par les particuliers des stratégies passives d'investissement en ETF. Le management confirme sa guidance sans la relever malgré un très bon premier trimestre et ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que ça montre que le management ne surpromet pas aux actionnaires. Ils sont confiants tout en restant conservateurs. Il y a aussi plusieurs éléments importants à noter pour la suite. MSCI a acquis PM Insight début avril 2026 pour renforcer son positionnement dans les données sur les marchés privés, le private equity et le private credit et l'infrastructure. Sur le front ESG, le segment stabilité et climat qui avait suscité pas mal d'interrogations à cause de la politisation anti-ESG aux États-Unis montre désormais des signaux de reprise portés par la demande européenne sur les données climatiques. Et les perspectives du management à moyen terme sont très ambitieuses. Ils visent un retour à la croissance à deux chiffres des abonnements récurrents, une expansion continue des marges EBITDA et une croissance tirée par l'IA et les marchés privés. Du côté des analystes, le consensus est très positif. Raymond James a relevé son objectif de cours à 730 dollars suite aux résultats du premier trimestre et Goldman Sachs a un objectif à 668 dollars. Sur 16 recommandations, on a 15 achats pour un seul vente, ce qui note une note globale forte achat avec un objectif moyen entre 682 et 700 dollars. Regardons maintenant la valorisation. Au cours actuel d'environ 530 dollars, le PER est à 32 contre une médiane historique de 38 sur 10 ans. Le ratio prix sur FCF est à 28 contre une moyenne de 34 et le ratio prix sur résultat opérationnel est à 23 contre une médiane de 28 sur 10 ans. MSCI s'échange avec une marge de sécurité d'environ 20% aujourd'hui parce que les ratios actuels sont en dessous de leur propre moyenne historique. Les multiples de valorisation restent très élevés, c'est vrai, pour une croissance de seulement 14% par an, on est quand même à 32 fois les bénéfices, mais le business profite d'une situation très favorable sur un secteur très prometteur à horizon 3 ou 5 ans. On a d'un côté un management qui prévoit une réaccélération de la croissance et on commence déjà à la voir se manifester au premier trimestre de 2026 et de l'autre côté, la valorisation reste très largement sous ses moyennes historiques alors que les marges n'ont jamais été aussi élevées et que la croissance réaccélère.
Pour un investisseur avec un horizon long terme, c'est clairement une situation très intéressante sur un dossier ultra solide. On vient de voir trois entreprises qui possèdent des positions dominantes sur leur secteur et les trois ont vu leur action s'effondrer en 2026 alors que les fondamentaux s'améliorent. Mais comme on l'a vu ensemble, la situation n'est pas la même pour les trois. Sur FICO, le risque est structurel. L'entreprise a profité d'un monopole pendant des décennies pour faire exploser ses prix et aujourd'hui, les conséquences arrivent. Le business était exceptionnel, mais je suis pas capable de dire aujourd'hui s'il le sera encore dans 3 ans et quand je suis pas capable de répondre à cette question, j'investis pas. En revanche, sur S&P Global et MSCI, c'est une toute autre histoire parce que le marché punit ces deux entreprises sur des craintes qui ne se reflètent pas dans les chiffres. S&P Global perd 30% parce que sa guidance est arrivée 50 centimes en dessous des attentes de Wall Street et parce que l'IA ferait soi-disant peur, alors que le risque IA ne concerne qu'une fraction minuscule de leur business. MSCI s'échange 20% en dessous de ses moyennes historiques alors que la croissance accélère. Les marges atteignent des niveaux records et les flux dans les ETF explosent à plus de 35% sur un an. Ces deux entreprises vendent des produits obligatoires protégés par la réglementation avec plus de 70 à 80% de revenus récurrents. Pour moi, c'est exactement le type de situation que je recherche avec la méthode Deep Invest, des entreprises exceptionnelles qui se retrouvent temporairement en solde parce que le marché panique sur des risques qui ne se matérialisent pas dans les chiffres. Alors, est-ce qu'il faut acheter tout de suite? Probablement pas. Le marché peut continuer à baisser à court terme, mais quand des entreprises de cette qualité s'échangent à ces niveaux de valorisation, c'est le moment où les investisseurs opportunistes font leurs meilleures affaires. Évidemment, je partagerai mes zones d'achat dans le club. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description pour prendre un rendez-vous avec moi, qu'on discute de votre situation et qu'on voit si le club est fait pour vous ou non. C'est complètement gratuit, alors profitez-en. Dites-moi en commentaire laquelle de ces trois entreprises vous intéresse le plus et si vous aussi vous pensez que FICO est un piège ou pas. Et si tu as entendu parler de l'IPO de SpaceX mais que tu ne sais pas si c'est vraiment une opportunité et que tu ne sais pas comment en profiter, je t'invite à aller voir cette vidéo. Moi je vous dis à jeudi prochain pour une prochaine vidéo. C'était Hugo. Ciao.